Bienvenue dans Floraison Spirit, le podcast qui vous fait découvrir des pratiques de bien-être et de spiritualité. Dans ce nouvel épisode de Floraison Spirit, je reçois Mathilde, alias Soham Space sur Instagram. Je n'ai jamais rencontré Mathilde en vrai, en chair et en os. Une amie m'a parlé d'elle et j'ai adoré son énergie, son sourire et ses posts sur les réseaux. Sans grande surprise, je lui ai demandé si elle voulait bien parler dans ce podcast de ses coachings holistiques et de l'Ayurveda. Difficile de vous décrire son enthousiasme, mais en tout cas, le jour de l'équinoxe d'automne, entre France et Espagne, nous avons enregistré cette interview. Je suis vraiment désolée si des bruits parasites perturbent votre écoute, mais en effet, l'Espagne n'est pas toujours synonyme de silence. Avec Mathilde, nous avons parlé de son enfance entourée de soins, d'hypersensibilité, de voyages, d'interconnexion et de ses coachings remplis de puissance et de ressources. C'est parti. Bonjour Mathilde. Salut Juliette. Comment tu te sens ? Je me sens très bien, je me sens apaisée et heureuse d'être là avec toi. Ouais. Merci beaucoup de prendre ce temps. On n'est pas du tout dans les mêmes pays, donc c'est une certaine organisation quand même. On ne s'est jamais rencontrés en vrai, donc merci de prendre cette heure et de me faire confiance en fait pour cette interview. La première question, c'est un peu la première question de Floraison Spirit, c'est toujours la même. C'est est-ce que le bien-être ou la spiritualité avait une place dans ta vie quand tu étais jeune ? Déjà, merci à toi de me recevoir. Ça me fait hyper plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Je te suis beaucoup dans ce que tu fais, puis ça m'inspire énormément. Donc, je suis très heureuse de cette conversation. Merci. Pour la question, est-ce que la spiritualité avait la place dans mon enfance ? Pas vraiment. Non, c'est-à-dire que moi, je viens ma famille, si tu veux, avait une forme de... En fait, je sais pas comment l'exprimer parce que moi j'ai été baptisée, j'ai fait du caté vraiment par tradition, mais alors ça n'a jamais été par conviction quoi. Vraiment c'était une forme, vraiment la tradition, j'y allais pour me connecter aux autres, voilà, c'était vraiment un environnement social plutôt. Mais ma famille n'était pas du tout investie dans la religion. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que je crois que ma famille a toujours eu une forme de spiritualité, mais très incarnée, c'est-à-dire je viens d'une famille très ouverte à la joie, au moment présent, au fait de partager l'amour, de se le dire. Ouais, vraiment d'être dans l'amour, en fait. Du moins au sein de la famille. Et puis je viens d'une famille qui aussi est dans le soin. Donc il y a aussi ce don de soi pour aider l'autre. Donc finalement, qui sont des qualités de la spiritualité très incarnées, même si je pense que mes parents ne le font pas de manière très consciente. Moi, avec du recul, aujourd'hui, je sens que cette spiritualité, elle était là. Ce désir d'être au service d'eux et d'être dans l'amour. Donc ça, je m'en rends vraiment compte aujourd'hui. Ouais. Tu m'as parlé d'un parcours multipotentiel. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est et me parler justement de ton cheminement ? Ouais, je peux t'en parler pendant des heures. C'est-à-dire que moi, avant, il y a quelques années, j'avais pas du tout mis le mot multipotentiel sur mon profil ou sur ce que j'avais vécu. Si tu veux, tout au long de ma vie, j'ai toujours eu la sensation de vivre des expériences pour les expériences elles-mêmes, pour ce que ça allait m'apporter, que je suivais une espèce de fil d'intuition, d'opportunité, de vie qui m'appelait. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, je me disais mais quel est le sens un peu de tout ce que je fais et pourtant je me sentais très très riche de toutes mes expériences. Et c'est là que j'ai découvert la multipotentialité. C'était dans un des premiers accompagnements de coaching que j'ai reçu. Et en fait, ça a ouvert des portes. Je me suis dit d'accord, ok, donc j'ai un profil en fait. Ça fait sens.
Et donc, pour t'expliquer un peu mon parcours, moi j'ai fait des études de langue déjà, j'ai fait des études de traduction-interprétariat, j'étais passionnée par les langues. J'ai jamais eu envie de faire un métier en particulier, j'ai toujours été déconnectée de cette notion. Donc j'ai suivi ce qui vraiment me passionnait, donc c'était l'anglais. Donc j'ai fait ces études-là, et c'était des études mêlées à l'interculturel, aux civilisations, donc qui restent quand même dans la compréhension de l'humain, la recherche de sens. Voilà, moi j'ai toujours été très attirée par ça. Et puis après j'ai fait un master, parce qu'il fallait choisir un master, hein, du coup il faut quand même un peu s'orienter, donc je me suis dit que j'allais faire de la communication interculturelle, c'était très vague, voilà. Et puis finalement, il fallait trouver après un stage de fin d'études. Et j'ai trouvé sur Profil Culture à l'époque, je me souviens, ce stage au sein de la Fondation Good Planet pour un projet qui s'appelle 7 milliards d'autres et qui m'a tout de suite beaucoup séduite en fait. Et donc j'ai envoyé une candidature et la vie a fait que j'ai été prise. Et c'est là qu'a commencé mon parcours avec, au sein de la Fondation Good Planet et notamment avec donc Yann Arthus Bertrand. Et après ce stage de fin d'études, j'ai été embauchée pour son film qui s'appelle Human, qui a été une grande expérience dans ma vie, de 3 ans sur la production et la sortie du film. Donc j'ai eu plusieurs casquettes. Donc encore une fois, multipotentialité, mais au sein d'un même boulot en fait. Enfin, au sein d'une même mission. Donc ce film Human qui a été une grande partie de ma vie. Et puis après, bon, on en reparlera, mais je suis partie en voyage. J'ai toujours beaucoup voyagé, hein, mais donc là j'ai fait un voyage très intentionnel. Et je suis revenue en France, je te la fais rapidement hein, parce que je suis revenue en France et je me suis investie dans un co-living rural, un des premiers coworking et co-living rural qui s'appelle Mutinerie Village. Et je devais y rester 3 mois, je suis restée 3 ans. Et voilà. Et en fil rouge de toutes ces expériences, j'ai eu mon chemin personnel, mon chemin d'évolution spirituelle qui m'a amenée aujourd'hui à ce que je suis et qui est vraiment pour moi l'essence de ma contribution, qui est le coaching holistique et l'Ayurveda. Et donc voilà, j'en suis là. Donc d'où la multipotentialité. Je pense que ça se voit un peu dans le parcours déjà. Bah, c'est génial parce que tu nous as fait un peu un sommaire de cet épisode et j'adore, ça nous fait le plan. J'aimerais, pour commencer, revenir à ce film Human de Yann Arthus Bertrand que j'ai vu. Et en fait, il y a un film qui est sorti au cinéma, mais il y a aussi plusieurs épisodes qui sont sortis, qui sont d'ailleurs disponibles sur YouTube, parce qu'en fait, ils l'ont restreint pour le cinéma. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette aventure ? Parce que c'est vraiment la rencontre de plein de personnes différentes, de parcours, d'âmes, de cultures. Comment ça t'a nourri ? Ouais, c'est une belle question. Parce que ça revient vraiment à ça, c'est que ça m'a nourri, quoi, vraiment. En effet, ça a été 3 ans. Alors moi, j'étais pas sur le terrain, tu vois, j'ai pas été en contact direct avec ces personnes. Les journalistes qui ont vécu cette expérience ont eu encore une expérience plus intense, j'imagine. Mais ça m'a nourri dans tellement de choses, dans la découverte, l'ouverture d'esprit déjà. C'était une source d'éducation, de conscience, de prise de conscience de tout ce qui se passe dans le monde aussi, de la diversité de la nature humaine et en même temps de son universalité. Moi, j'ai toujours été très connectée à la nature humaine. J'aime profondément la nature humaine. Et donc, travailler pour Human n'était pas un hasard pour moi. Et je pense que d'entendre tous ces témoignages, ça t'emmène dans toute la complexité, dans toute la texture, si tu veux, de la nature humaine, que ça soit dans les expériences difficiles, la violence, la bêtise, comme en même temps la sagesse, l'amour inconditionnel, l'espoir, la résilience. Donc en fait, ça m'a permis, je crois que ce qui m'a le plus touchée, c'est de voir la sagesse inhérente de chaque être humain en fait, et ce potentiel de sagesse, de lumière. Je me suis sentie très liée à l'humanité en fait, même si pourtant j'écoutais des témoignages qui n'avaient rien à voir avec ma vie. Tu te sens aussi très privilégiée, ça a été un autre apprentissage. Je me suis sentie quand même privilégiée, de voir son privilège, c'est important. Parce que de le voir, ça permet de se poser la question, qu'est-ce que j'en fais ? Voilà, comment je peux être en cohérence avec ça ? Et puis, ça a été une expérience extrêmement forte humainement dans le travail. En fait, c'était une petite équipe familiale, 2 ans complètement H24 ensemble. En fait, c'était vraiment, tu sais, ces boulots projet famille qui apportent son lot d'intensité, de liens, de connexion. Et en même temps, c'est beaucoup, mais avec du recul, ça reste des amis.
c'est des amis hyper forts, en fait, toute cette équipe qui a travaillé sur Human, parce qu'on a traversé des années ensemble. Bah justement, c'était très prenant déjà la sortie d'un film, c'est énormément d'énergie. Et toute cette intensité a fait qu'après, tu m'as dit que tu étais aussi nourrie que vidée. Et c'est là où tu as décidé de partir en voyage pour te ressourcer. Et ce voyage a été très initiatique, tu as découvert beaucoup de choses. Est-ce que tu pourrais me raconter ce voyage et ta découverte de l'Ayurveda ? Ouais, totalement. Ce voyage a été initiatique, c'est vraiment le mot que je mets dessus. Eh bien, donc je suis partie, en effet, j'étais un peu vidée. Je pense que j'avais un petit peu une forme de petit burn-out qui était très porté par quelque chose de très beau, de tout ce que j'avais vécu, mais mon corps énergétique, émotionnel était vidé. Je me sentais très dissoute, on va dire. Ouais. J'avais plus vraiment contact avec qui je suis, avec ma joie, avec ce qui me porte moi individuellement. Et je pense que c'est aussi le revers de la médaille aussi de travailler dans des projets collectifs où on se donne complètement, surtout moi j'étais assez jeune, donc j'avais des limites, on va dire, assez flexibles, et du coup je me suis un peu perdue dans le process. Donc j'ai eu besoin de partir parfois pour se retrouver, se reconnecter complètement. Je crois qu'on a besoin de partir complètement, de se détacher des obligations parfois qu'on s'invente, d'une forme de pression sociale ou de la version de nous-mêmes que l'on est dans cette vie-là. Donc j'ai répondu à cet appel et je suis partie. Donc j'ai pris un vol sans retour. Et j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'avais beaucoup voyagé avant, mais je n'étais jamais partie complètement seule, en sac à dos. Et là, c'était une nécessité. Donc il y a eu une espèce de porte qui s'est ouverte dans ma vie de comment je vais être dans ce voyage seul, dans lequel je n'ai jamais été seule, bien évidemment, parce qu'il y a toujours des êtres qui arrivent sur le chemin. Mais ça a été vraiment un voyage au cœur de ma solitude, dans tout ce qu'il y a de plus beau, de plus fort, de plus résilient. Et ça m'a donné beaucoup, beaucoup de force. Donc déjà, ça c'est un point très important. Ça m'a donné une grande force d'être avec moi-même. Est-ce que je me sens en sécurité d'être avec moi-même malgré la situation extérieure, malgré le fait que rien ne soit sûr, certain, dirigé, concret, malgré le fait que je n'ai pas de chez moi, malgré le fait que je ne possède rien, malgré le fait que tout mon environnement social ait changé, que je parle une autre langue, voilà. Donc ça a été vraiment un travail très profond qui m'a ramené à moi et à mon centre. Et ce voyage, il a été initiatique parce que j'avais quelques amis qui habitaient. Donc je suis partie en Colombie, ensuite j'ai fait le Mexique et ensuite la Californie. Donc je suis partie au total pendant 4 mois. Ça devait être, c'était indéfini, mais ça a été 4 mois, ça s'est passé comme ça. Et au fur et à mesure du chemin de la Colombie, du Mexique, en fait, j'ai eu la sensation que d'être livrée à moi-même et à être vraiment alignée avec ce qui était juste sur le moment, chaque jour, ça m'a amenée tout simplement à rencontrer les bonnes personnes, à faire des choix qui étaient juste extrêmement alignés et qui m'ont amenée à vivre des expériences extrêmement alignées et transformatrices. Donc, tu vois, je me souviens aller dans un centre de yoga et de tantra au milieu des montagnes colombiennes, complètement par hasard, hein, j'avais dû voir ça dans un guide. Je connaissais pas encore le tantra à l'époque. Et puis, dans ce centre-là, j'ai rencontré une amie. J'ai rencontré aussi je me suis fait une amie, créé une amie. Et puis, j'ai rencontré un prof de yoga qui m'a dit « Oh, tu devrais aller dans ce centre de yoga au Mexique. Par rapport à ce que tu recherches, je pense que ça pourrait être bien pour toi. » Et puisque ma vie était complètement ouverte, et ça, c'est un grand avantage aussi dans ces moments-là, j'avais aucune obligation, donc je suis allée au Mexique et je suis partie dans ce centre de yoga et j'ai fait une retraite de 1 mois. Et c'est là que vraiment, je crois, le gros aussi de mon éveil aussi spirituel s'est passé. J'ai eu un vrai déclic et j'ai rencontré l'Ayurveda aussi. J'ai rencontré une prof qui est devenue une mentor, qui est devenue un gourou pour moi dans ma vie, qui est thérapeute en Ayurveda, qui est praticienne de yoga, de méditation. Et donc je l'ai suivie après ce voyage pendant des années. Donc ça a été vraiment, je pense, cette rencontre qui a été fondatrice dans tout ce que je suis devenue après et une forme d'éveil à une forme de vie, de conscience de vie. Voilà. C'est un peu le gros de ce voyage initiatique qui a eu beaucoup de facettes, hein, bien évidemment, mais grande conscience de ma vie, de moi, et puis une ouverture à la vie, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça, une ouverture à la vie. Avant de passer à l'Ayurveda, est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est qu'une rencontre ou qu'un voyage aligné ? Qu'est-ce que c'est que ce mot aligné ?
C'est une belle question. Je crois que ce qui est aligné, c'est ce qu'on ressent profondément comme bon, léger et juste. Tu vois, je crois que ça porte ces qualités-là. Ça peut porter d'autres qualités pour peut-être d'autres personnes. Pour moi, c'est ça. Être aligné, c'est être en cohérence avec ce qu'on a à l'intérieur de nous. Sauf que parfois, on n'arrive pas à identifier en fait ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Moi, à cette époque-là, j'avais pas forcément les mots, j'avais pas fait tout ce travail de coaching, de recherche sur moi. Donc je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, mais je sentais que dans ma vie, les personnes que je rencontrais, les choix que je faisais étaient légers, ils étaient assez évidents, et puis ils étaient bons. Je me sentais on dit uplifted en anglais, tu vois, mais je me sentais un peu élevée par ces choix-là. Tout était assez fluide, léger, c'est ça, et joyeux. Mais la qualité de légèreté, je crois que ça c'est assez fort pour moi. Je sens que c'est aligné quand il y a une forme de légèreté, quand il n'y a pas de charge hyper forte, charge émotionnelle. Et ce qui aide à l'alignement, je crois que c'est l'ouverture. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, c'est que j'avais une ouverture de vie incroyable. Alors aujourd'hui, j'ai moins d'ouverture dans ma vie, mais puisque j'ai goûté l'alignement, je suis capable de contacter, de le connecter dans ma vie, même qui est plus dense. Voilà. Merci beaucoup. Alors, l'Ayurveda, qu'est-ce que c'est ? Quels sont ses outils, ses bienfaits ? Comment est-ce que ça se pratique ? Moi, j'entends ce mot depuis très longtemps sans vraiment arriver à le comprendre. Alors, est-ce que tu pourrais m'éclairer un petit peu ? Je serais curieuse de savoir ce qui te vient à l'esprit quand on parle d'Ayurveda, parce que ça m'intéresse toujours de savoir un peu... Toi, qu'est-ce qui te vient quand tu entends ce mot ? Moi, quand j'entends le mot Ayurveda, je pense à quelque chose de très doux. J'ai vraiment tout de suite l'impression que ça va être quelque chose qui va me faire du bien. Et j'ai plus la sensation que c'est une manière de vivre, une sorte de lifestyle, d'alimentation et de réfléchir à quelle relation est bonne pour soi. Comme si c'était une invitation à regarder si tout ce qu'on vit se fait dans la douceur. Voilà, c'est ce que je ressens quand j'entends le mot Ayurveda. Après, je ne sais pas vraiment quels sont ces outils. Je l'associe aussi au yoga, dans cette idée de... Là, c'est plus je prends vraiment soin de mon corps et je suis dans le mouvement de la vie. Mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. C'est tout à fait juste ce que tu dis. C'est hyper chouette parce que c'est... J'aime beaucoup que tu parles de cette qualité de douceur parce qu'en Ayurveda, c'est vrai qu'on peut l'expliquer par plein de choses. C'est très très vaste comme science, mais ça revient à des qualités qu'on ressent dans nos vies finalement. Donc cette qualité de douceur, elle me parle et cette qualité, elle a un nom en Ayurveda, donc en sanskrit, qui est cette langue indienne, c'est sattva. C'est de vivre de manière sattvique. Donc de vivre dans cette qualité d'harmonie, d'équilibre et de douceur en fait, de douceur pour son corps, pour son esprit. Donc c'est vraiment très juste ce que tu as dit. Alors il faudrait plus de temps que quelques minutes pour expliquer l'Ayurveda parce que moi tu vois ça fait des années que je l'étudie et que je découvre la complexité de cette science. Mais vraiment l'Ayurveda ça vient du mot donc Ayurveda en sanskrit qui est fait de Ayur et de Veda qui veut dire la science de la vie. Donc c'est vraiment la science, la connaissance de la vie. Donc déjà ce nom on dit beaucoup, c'est une science qui est ouverte à tout le processus de la vie, tout ce que l'on vit, tout ce que l'on expérimente, tout ce qui a trait au vivant. Donc l'Ayurveda on le connaît comme étant cette médecine du corps humain, de l'humain, et c'est très juste. Mais l'Ayurveda va aussi expliquer tout ce qui se passe dans le processus du vivant, dans l'intelligence du vivant. Voilà. L'Ayurveda, c'est donc une médecine holistique. C'est une science holistique, donc qui prend en compte tout ce que l'on est, notre corps physique, notre corps mental, notre corps émotionnel, notre esprit, notre âme, pour nous aider à vivre en alignement avec qui l'on est profondément et la nature. Donc bien évidemment, c'est une science qui est autour de la nature, c'est une médecine de la nature, un peu comme la naturopathie, si tu veux, où on va profondément s'aligner au rythme de la nature, à l'intelligence de la nature. Donc c'est vraiment une médecine qui nous aide à être profondément en santé. Et ce qui a été vraiment un déclic pour moi quand j'ai découvert l'Ayurveda, c'est cette définition de la santé. Parce que je crois que dans la médecine conventionnelle et dans ce dont on est habitué à
à comprendre dans la santé. Pour nous, la santé, c'est ne pas être malade, tu vois. Sauf qu'en fait, je crois que ce qui m'a beaucoup apporté en Ayurveda, c'est de comprendre que la santé, c'est une qualité de se sentir pleinement en vie. Donc c'est pas simplement d'éviter la maladie, c'est vraiment comment je suis au maximum de mon potentiel de vie, de mon potentiel pour faire les choses que j'ai à faire dans cette vie. Comment je peux apporter de l'équilibre, de l'alignement dans mon corps, dans mon esprit, dans mes émotions pour être mon potentiel d'action, d'épanouissement dans cette vie. Donc c'est une médecine qui est très spirituelle, qui est très intégrative dans le sens où elle nous aide en tant qu'être humain à être pleinement, tout simplement. Comment être pleinement dans cette vie? Les outils de l'Ayurveda, puisque tu demandais, ça va évidemment d'être d'équilibrer le corps. Donc ça va être de travailler sur l'alimentation, de travailler sur parfois les herbes et les plantes qui vont venir soutenir un peu ton processus de santé du corps. Ça va être de travailler sur la santé de l'esprit aussi, en se posant des bonnes questions, en faisant des bons choix, en vraiment l'Ayurveda aussi insiste sur la connaissance de soi comme étant le premier levier pour faire les bons choix pour soi. On va travailler sur la santé spirituelle. Voilà, c'est la santé globale, quoi. C'est vraiment se connaître profondément, s'aligner, d'être en contact avec soi. Donc ça, c'est la définition un peu spirituelle, voilà, de l'Ayurveda. Pour être assez pratico-pratique, si tu veux, moi, je suis allée voir j'ai rencontré l'Ayurveda au début parce que j'avais beaucoup de problèmes digestifs et que je trouvais pas de solution à ces problèmes, et pendant 20 ans j'ai eu vraiment beaucoup de problèmes. Je suis allée voir des naturopathes qui m'ont beaucoup aidé. La naturopathie m'a énormément aidé, ça a été un premier chiffre de conscience pour moi, une ouverture, une éducation incroyable à ce qu'est l'alimentation, à ce qu'est la vie de manière générale. Et puis finalement je suis allée voir l'Ayurveda parce que je suis très spirituelle et que quelque chose me manquait, j'avais un contact à moi-même qui me manquait. Et donc l'Ayurveda, de manière très pratique, la thérapeute m'a posé plein de questions. On a fait le tour de ma vie, vraiment, à tout niveau. Et ça a été très thérapeutique. Elle a essayé vraiment de me connaître et de savoir comment je fonctionnais. Elle m'a expliqué aussi comment je fonctionnais. Parce qu'en Ayurveda, on a une codification des êtres humains, entre guillemets, des fonctionnements, des systèmes humains, qui nous aident à nous comprendre. Et c'est très simple et c'est très pratique. Et c'est basé sur les éléments, un peu comme en médecine chinoise. Et puis elle m'a donné un protocole, si tu veux, à suivre, de nutrition, de style de vie, même si on dit lifestyle, même si ça me paraît très superficiel comme mot, mais comment je peux, voilà, quel choix je fais dans ma vie qui me correspondent vraiment et qui vont me soutenir et qui vont m'amener à cet alignement. Donc c'est vraiment orienter sa vie. Et ça, c'est très fort. Et c'est ce que je fais en coaching aussi. Comment orienter sa vie par rapport à soi. Et puis voilà, elle m'a donné quelques herbes pour me soutenir. Elle m'a donné des postures de yoga à faire. Elle m'a donné des exercices qu'on appelle des pranayama, donc de respiration. Voilà, donc encore, comme tu parlais du yoga, la respiration qui venait en lien, bah c'est tout à fait ça. Le yoga fait partie aussi de la science védique, de l'Ayurveda. C'est toute une culture autour de la science d'être soi, en fait. À quel moment tu as senti que tu voulais faire du coaching holistique? C'est-à-dire que tu voulais utiliser tout ce que tu avais appris pour le transmettre? Ouais, il n'y a pas eu de moment, je crois, si tu veux, de moment waouh, tu vois. Je crois que ça a été vraiment un processus. Au début, je voulais faire uniquement de l'Ayurveda puisque ça avait été vraiment mon terrain d'évolution énorme et je voulais vraiment le transmettre et je le transmets donc. Mais j'étais pas totalement satisfaite par l'aspect seulement thérapeutique. J'avais vraiment envie de quelque chose de plus large, de plus grand et surtout qui intègre aussi nos cultures, qui intègre, voilà, parce que l'Ayurveda c'est très ancré dans la culture indienne. On peut totalement le transposer dans nos cultures, mais voilà. Et puis moi je suis très... j'aime créer mes propres méthodologies. J'aime aussi voilà, créer mon propre accompagnement. Et puis j'ai découvert le coaching, si tu veux, un peu dans ma réflexion de carrière. Un coaching un peu classique, si tu veux, de réflexion de carrière. Et finalement, bah, je me suis intéressée au coaching, à la psychothérapie, à la psychothérapie. Et ça m'a paru évident pour moi que le coaching holistique, c'était ce que je voulais faire parce que c'était un accompagnement très complet dans lequel je pouvais mettre tous mes outils d'Ayurveda, de soins à soi, de conscience, de méditation, dans l'optique du coaching, quoi, qui est vraiment d'aider la personne à révéler son potentiel et à être connectée au maintenant, au moment présent. Donc en fait, le coaching holistique, c'est comme du coaching qu'on peut faire
de manière individuelle ou en entreprise, sauf que là, les outils sont plus tournés vers de la spiritualité. Ouais, le coaching holistique, en fait, moi, je fais un coaching de vie, si tu veux. C'est un peu du life coaching, coaching de vie, parce qu'il y a plein de types de coaching. Voilà, il y a des coachings business, des coachings carrière. Et dans le coaching de vie, on peut aller toucher un petit peu à tous ces éléments-là, mais moi, je fais vraiment du coaching de vie dans le sens où j'aide la personne à rentrer en contact avec elle-même, à vraiment à développer une relation d'intimité, de vulnérabilité avec elle-même, c'est-à-dire d'intégrer tout ce qu'elle est, de se sentir épanouie, de se sentir en lien. Moi, j'aime beaucoup ce mot. Je crois qu'on vit quand même dans une société, j'aime pas trop cette phrase-là, mais on vit quand même dans une société où je sens on a une forme de séparation très forte entre le mental, entre ce qu'on est, ce qu'on fait, voilà, ce qu'on est et ce qu'on fait, et ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et notre être émotionnel, et ce qu'on a dans notre cœur. Et moi, j'ai vraiment envie d'un monde où on est relié par une intelligence qui est plus universelle, qui est celle du cœur, qui est celle du contact humain, de la connexion. Et donc dans mon coaching holistique, c'est ça, c'est comment amener chaque personne individuellement à être profondément en confiance, en contact avec elle-même, de s'intégrer, de s'accepter dans tout ce qu'elle est. Parce que ça, je crois que c'est une grande blessure aussi, c'est le rejet de soi, le rejet de ses facettes, le jugement de soi, qui nous sépare de nous-mêmes. Donc de s'intégrer complètement. Et ce chemin de connexion à soi, voilà, il est totalement en lien avec l'Ayurveda aussi. Donc pour moi, le coaching holistique, c'est ça. C'est un coaching de vie, de la personne, qui aide à s'intégrer, à se connaître, à trouver aussi les outils qui nous correspondent, la vie qui nous correspond, pour s'aligner. On parlait d'alignement, mais c'est ça, pour s'aligner, parce que je crois que quand on est vraiment aligné, quand on est en lien, en connexion avec soi, on peut partager, on peut donner, on peut transmettre, on peut transformer, on peut être en contribution. Et j'ai vraiment envie de ça pour le monde aussi. Et le monde est déjà comme ça, mais j'ai envie de ça encore plus, à une plus grande échelle, quoi. Cette expérience de connexion, de collaboration et d'être ensemble, est-ce que c'est ce que tu as principalement développé aux mutineries de village ? Tu m'as dit tout à l'heure que tu devais passer 3 mois là-bas et finalement tu as passé 3 ans. Est-ce que c'est une expérience qui a confirmé ces ressentis et ces besoins d'interconnexion ? C'est une belle question. Ouais, oui, complètement. Après, je pense que moi, j'y suis allée, j'avais autre chose à travailler. Dans cette expérience-là, elle était assez égocentrée, cette expérience, finalement, dans l'intention, parce que j'avais très envie d'être en cohérence avec mes valeurs et mes idées pour la société. Donc, tu vois, j'avais envie de travailler dans le collectif, d'être dans l'économie de service, de ne pas forcément avoir de possession. J'avais besoin vraiment aussi un peu, encore une fois, de me dissoudre un peu dans le collectif pour donner, d'être au service d'eux, pour avoir le temps de me chercher moi. Après cette expérience, bien évidemment, ça a été une expérience de connexion incroyable. J'ai reçu des centaines et des centaines et des centaines de personnes, des freelances, des gens de tout background qui venaient, alors soit travailler au vert, soit faire des retraites, parce que j'ai organisé pas mal d'événements aussi, j'ai mis ma touche personnelle, donc faire des retraites, faire des ateliers. On a un jardin en permaculture, donc faire des formations aussi. Donc il y avait aussi toute cette notion d'être proche de la terre, d'un mode de vie simple et en même temps qui fait sens, de partage, de collectivité. Donc ça a été très fort aussi. J'avais envie d'explorer les éco-villages, qu'est-ce que c'est que de vivre en communauté, en collectivité. Donc pour moi, ça a été une recherche personnelle à ce niveau-là. Voilà, dans laquelle j'en suis sortie, j'ai eu mes propres conclusions par rapport à tout ça. Ça a été une expérience incroyable, mais voilà, qui s'est terminée. Et aujourd'hui, j'ai une autre idée du collectif, une autre idée de comment je souhaite vivre, que donner, et que voilà, quel est mon sens individuel et quel est le sens collectif, de toujours aussi être en préservation de son individualité, même si on est dans le collectif. Ça a été très fort comme apprentissage. Mais voilà, c'est vrai que c'était assez fou le nombre de personnes que j'ai rencontrées, et puis de voir à quel point ça c'était très fort aussi. Les personnes qui venaient, une fois arrivées à Mutinerie, elles se déchargeaient complètement, tu sais, c'était comme si elles arrivaient dans une petite bulle, en dehors de leur vie,
Et on avait des super conversations à table, des conversations, tu sais, très connectées, où on parlait pas de nos boulots, en fait, on parlait de qui on était, de la vie, ces grandes conversations qui durent des heures, et de connecter vraiment à ce qu'il y a derrière la personne publique. Voilà, ça, c'était vraiment une grande expérience à Mutinerie, de voir les dynamiques de groupe aussi. Voilà, c'était un beau terrain d'observation, quoi, vraiment. Aujourd'hui, ton cœur de métier est tourné vers les personnes multipotentielles et hypersensibles. Est-ce que, avant de continuer cette interview, tu pourrais me définir ces caractéristiques et m'expliquer pourquoi tu es allée spécifiquement dans cette direction ? Ouais. Parce que il y a eu plusieurs raisons, pour être tout à fait honnête. C'est que il y avait une raison aussi de business. J'avais vraiment envie d'arriver à orienter mon service. Tu vois, quand on a envie d'aider, quand on a envie de soutenir les autres par du coaching, l'Ayurveda, la naturopathie, du yoga, je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'important, c'est de parler aux personnes qui vont résonner à ton message. Donc la question, elle est partie de là. Une réflexion un peu plus marketing et aussi pour moi me donner un sens de direction. Et puis c'était intéressant parce que finalement de cette question marketing, c'est ouvert beaucoup de portes se sont ouvertes et je me suis rapprochée de quel était mon propre profil parce que si tu veux aussi d'un point de vue spirituel, je crois qu'il y a cette tendance à ne pas vouloir se mettre de label et c'est très bien, à ne pas s'identifier. On essaye de travailler au-delà des identités qu'on se donne. Mais finalement, moi, pour créer mon business, j'ai dû un peu faire le retour, en fait, de dire, mais attends, qui je suis, quel est mon profil, à qui je parle, quelle est mon histoire. Donc ça a été intéressant, j'ai fait le chemin à l'envers. Et je me suis vue dans ma multipotentialité, dans mon hypersensibilité et dans une forme de profil qui est un petit peu différent d'une forme de norme qu'on connaît. Parce qu'on reste dans la norme, mais c'est une norme qu'on connaît. Et donc, je me suis beaucoup intéressée au profil des hauts potentiels. Ça a commencé par le multipotentiel et ensuite le haut potentiel, les zèbres. J'ai commencé à m'intéresser à ces profils, on va dire, cognitifs et spirituels et intuitifs différents. Et je me suis complètement reconnue, complètement vue. Et donc, c'est pour ça que je m'adresse à ces personnes aujourd'hui, parce que tout le chemin que j'ai parcouru ces dernières années, de trouver le sens de moi-même, de trouver vraiment ce centre, cet alignement en moi, ça m'a paru être complexe et être un challenge et je me sentais différente par rapport à ça. Je me disais mais pourquoi c'est aussi fort et intense pour moi cette recherche de moi quand je comparais par rapport même à ma sœur ou à des personnes autour de moi. Et j'ai compris beaucoup de choses en m'intéressant à ces profils-là et j'ai envie de transmettre aujourd'hui à ces personnes-là qui se cherchent, qui peut-être se sentent différents, qui se sentent pas dans la norme, qui se sentent perdus, qui se sentent pas connectés à ce qu'ils sont, à tout ce qu'ils sont. J'ai envie de leur transmettre tous ces outils-là d'alignement, en fait, de comment on arrive à être en pleine puissance de son potentiel dans tout ce que l'on est. Et je crois que ça parle beaucoup à ces profils-là. Et donc, je parle notamment, multipotentiel, hypersensible, haut potentiel. Ces personnes qui ont une forme de neurodiversité, on entend beaucoup ce terme-là en ce moment, parce qu'au-delà de ces petits labels, c'est une forme de percevoir le monde, de ressentir son monde intérieur, le monde extérieur aussi, de réfléchir, de penser, d'interagir, qui est juste très intense, qui se fait en profondeur, qui se fait en complexité. Et donc c'est tout un monde intérieur qui est un petit peu différent. Et ça fait partie de la neurodiversité. Et aujourd'hui, ça m'illumine beaucoup en fait de travailler avec ces personnes-là qui me ressemblent, parce que je crois que c'est des personnes qui restent beaucoup dans l'ombre, qui se sentent beaucoup perdues, qui se suradaptent énormément, qui se sentent beaucoup dépassées et qui ont énormément à donner, parce qu'il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'intuition et beaucoup de choses à donner dans ce monde. Donc j'ai vraiment envie que ces personnes-là, elles arrivent à être en contact avec leur plein potentiel. Et ces personnes-là, tu vois, par rapport à mon profil, c'est intéressant parce que, tu vois, moi, je me suis énormément fondue dans des projets tout au long de ma vie. Je me suis fondue dans des groupes. Il y avait des projets qui m'attiraient parce que ça correspondait à des valeurs très profondes, à un sens de justice, de valeurs très profondes que j'avais dans ma vie. Mais individuellement, je me fondais complètement. Et je crois que c'est le cas de beaucoup de ces personnes dans ces profils-là. Et que j'ai envie vraiment de leur donner un socle pour s'élever et de proposer au monde, en fait, ce qu'elles ont à proposer, ou dans leur vie, ou dans leurs relations, si tu veux. Être dans leur plein potentiel, vraiment. Mais tu as fait un atelier, justement, sur comment préserver son énergie, parce qu'il y avait tout ce lien entre
comment ces personnes justement arrivent à garder leur énergie, se sentir bien. Est-ce que tu pourrais juste me présenter avec cet exemple comment le coaching holistique, l'Ayurveda permet d'accompagner ces personnes et de leur donner la possibilité de se rencontrer? Ouais, c'est une super question. Parce qu'en effet, c'était pas forcément facile de comprendre quand on l'a pas vécu. Donc cet atelier d'ailleurs, il est dispo pour ceux qui voudront le faire. Il est dispo en replay et gratuitement, donc n'hésitez pas aussi à suivre. C'est une vraie expérience. Et donc dans cet atelier, en effet, je proposais aux hypersensibles, notamment aux personnes qui se sentent très prises par leur sensibilité, de vraiment protéger et de nourrir leur énergie. Et donc, on a fait un cheminement ensemble où, dans une première partie, j'expliquais la version, ce qu'était l'hypersensibilité, quelles étaient les caractéristiques de ce profil et pourquoi ça fait totalement sens que notre expérience de l'énergie, de notre fatigue, soit différente d'une autre personne, par exemple. Et puis, donc je parlais de l'hypersensibilité, de ses caractéristiques. Et puis après, j'ai donné la vision orientale, la vision ayurvédique de la sensibilité, de l'hypersensibilité. Parce que je crois qu'un des travers dans lesquels on peut tomber, c'est aussi de se remettre une identité et de s'enfermer dans cette identité, encore une fois. Et l'Ayurveda, en fait, en étant très holistique et en codifiant les choses d'une autre manière, nous permet simplement de contacter notre hypersensibilité ou notre surefficience mentale avec d'autres codes. Donc on va parler des éléments. Donc dans cet atelier, vous verrez si vous le suivez, mais je parle de l'hypersensibilité comme étant un excès d'air et d'éther, de ces éléments de l'air et de l'éther dans notre système. Et comment on fait quand on a un excès d'air et d'éther, à quoi ça ressemble dans nos vies, comment on se sent dans notre mental, dans nos émotions, et comment on fait, quelles sont les pratiques, les choix de vie qui vont nous ramener à la terre, qui vont nous ramener à la stabilité. Voilà. En Ayurveda, on va parler de qualité. Donc, quelles sont les qualités des hypersensibles ? Quelles sont les tendances des hypersensibles et comment réaligner ça grâce à l'Ayurveda et aux pratiques qu'elle propose. Et puis après, on est passé. Donc ça, on a vu un petit peu quelle était l'hypersensibilité, l'énergie, quelles étaient ses caractéristiques sous ces deux prismes. Puis après, on a fait un exercice et vous verrez dans l'atelier, on fait un exercice de coaching pur, mais c'est un coaching, on va dire, inspiré, où on a fait un exercice pour voir dans sa vie où est-ce qu'on met de l'énergie, en fait. Parce que c'est important de mettre sur le plan de la conscience ce qui se passe parfois dans l'inconscient. On a beaucoup d'habitudes, on a beaucoup de schémas. Donc on s'est assis, on a pris un papier et on a chacun pris un moment, ensemble en live, pour faire un petit bilan de sa vie. Où est-ce que je mets de l'énergie ? Comment je me sens par rapport à ces endroits de ma vie où je mets de l'énergie ? Quelle est la charge émotionnelle ? Comment je peux trouver du soutien ? Quelles sont les ressources que j'ai ? Voilà. Et ça, c'est vraiment du coaching pur. C'est vraiment observer sa vie, essayer de trouver, de renverser aussi un peu le mindset. Comment je peux penser les choses autrement ? Comment je peux être résiliente ? Comment je peux trouver des solutions ? Et puis me décharger émotionnellement. Ça, c'est très important. Comment aussi je trouve des solutions en me déchargeant émotionnellement. Voilà, et puis après on a terminé l'atelier en partage et puis j'aurais donné des pratiques inspirées du yoga, de l'Ayurveda, de la spiritualité aussi qui pouvaient les aider à retrouver de la stabilité, de l'ancrage, protéger leur énergie et des pratiques très orientées pour ces profils-là aussi. Voilà, donc c'est un mélange, mon accompagnement est un mélange de plein de pratiques et aussi dans l'atelier vous verrez, et c'est ce que je fais énormément en coaching, c'est qu'on travaille beaucoup la présence. Et ça, c'est un de mes fondements philosophiques clés qu'on retrouve dans le yoga, dans la méditation. Comment peut-on être en présence avec soi ? Parce que je crois que la qualité de présence, donc on peut parler de mindfulness, on peut parler d'être dans le moment présent, mais d'être en présence avec ce qui se passe maintenant en soi, ça peut être extrêmement guérisseur et thérapeutique. De simplement s'ouvrir et s'accepter, s'entendre complètement. Et comment on traverse ça ? Je crois qu'à partir du moment où on ouvre cette porte de présence en soi, on peut tout traverser. Voilà, il n'y a pas de perfection. Il y a des moments difficiles, il y a des moments de grande joie. Mais l'important, c'est d'être ouverte à cette qualité de présence. Et je crois que ça, on peut vraiment le travailler. Ça a vraiment l'air magnifique. En plus, j'ai vu que si des personnes sont intriguées, elles peuvent te contacter. Je crois qu'il y a un appel gratuit de 20 minutes où tu apprends à les connaître. Et en fait, qu'est-ce qui se passe pendant cet appel ? Tu vois un peu ce qui peut être mis en place, tu vois un peu s'il y a des besoins, etc.
Oui, donc j'ai 30 minutes, des appels de 30 minutes que je fais avec les personnes qui sont intéressées, gratuits. Ce sont vraiment des conversations, des rencontres qui permettent vraiment d'établir un lien. Et dans ces conversations, on se centre vraiment sur qu'est-ce que tu désires, quels sont tes besoins, qu'est-ce que tu veux. On pose des questions qui permettent déjà directement de faire parler nos désirs, de faire parler nos besoins. Et puis on voit ensemble un petit peu où se situe le besoin. Et puis voilà, c'est une très belle discussion qui s'oriente sur, par exemple, toi, tes besoins. Juliette, quels seraient tes besoins? Où est-ce que tu as envie de grandir? Quelles sont tes envies? Et puis je présente un petit peu mon coaching, l'accompagnement. Et puis au-delà de ça, donc il y a ces accompagnements individuels qui sont vraiment, pour moi, transformateurs parce que se faire accompagner et soutenir par un coach ou un thérapeute, ce sont des espaces de transformation incroyables dans lesquels on peut se déposer, dans lesquels on peut aller voir nos peurs, faire sens de soi, s'intégrer complètement, travailler notre présence, travailler tout ce que l'on souhaite être en fait. Et donc ça nous permet d'avancer, de faire des sauts de géants en fait dans notre vie. Et puis au-delà de ça, voilà, moi je fais pas mal de vidéos, je vais faire beaucoup d'ateliers parce que ça me plaît beaucoup aussi l'animation et l'accompagnement de groupe. Je vois beaucoup de sens dans le groupe, qui vient aussi un petit peu de la tradition de la communauté en yoga ou en spiritualité qu'on appelle la sangha. Voilà, cette puissance du groupe et de la communauté qui nous relie. Donc voilà, je vais faire pas mal d'ateliers et puis voilà, mon accompagnement, mon business qui s'appelle Soham Space est en pleine expansion. Je vais à mon rythme aussi parce qu'en bonne multipotentielle et avec pas mal de complexité intérieure, je prends les choses avec beaucoup de temps. J'essaie d'être alignée, d'être à l'écoute de mon énergie. Donc j'essaie vraiment d'intégrer aussi tout ce que je prône dans ma propre vie. Et Soham Space, c'est un magnifique projet de cœur. Et j'ai un peu envie de parler du nom parce que ça veut dire beaucoup. Soham, c'est un mot sanskrit. C'est un mantra avec lequel j'ai beaucoup médité, qui veut dire en anglais, c'est so et ham en sanskrit, et en anglais c'est this I am. Donc ça veut dire cela, je le suis. Et ça nous renvoie profondément à l'essence de ce qu'on est, à l'intelligence du cœur et à cette qualité de présence à soi, qui peut paraître conceptuelle mais qui ne l'est pas du tout, qui est très, quand elle est vécue, la vie prend une autre texture. On se sent tellement aligné, on se sent tellement plus en paix avec nous-mêmes. Et donc Soham, c'est vraiment cette qualité du cœur que j'ai envie de cultiver à travers tous mes accompagnements. La semaine dernière, tu as fêté tes 32 ans, si je sais bien ça. Donc joyeux anniversaire déjà. C'est quand même fort parce que 3 plus 2, ça fait 5. Et dans la numérologie, c'est vraiment les 5 piliers. Donc c'est vraiment une stabilité qui s'installe. En tout cas, c'est de ce que j'ai pu en lire. Et justement, tu as parlé sur les réseaux sociaux des manteaux que tu avais enlevés au fur et à mesure de ton parcours pour te rencontrer et pour vivre la vie qu'aujourd'hui tu as toujours souhaité vivre. C'est pour ça que je fais le lien entre cette force intérieure du chiffre 5 des piliers qui, finalement, c'est un numéro qui vraiment symbolise là où j'ai l'impression que tu es. Est-ce que tu pourrais me parler de cette idée de old skin? C'est les mots que tu avais utilisés sur ton Instagram qui est en anglais. Donc, est-ce que tu pourrais me parler de cette vision, de ce concept de enlever ses manteaux pour se rencontrer? Ouais. Que dire? Tellement de choses. C'est une très belle question. Tu poses vraiment de très belles questions. Oui, tu sais, en fait, j'ai eu simplement une sensation cet été et puis à l'arrivée de ces 32 ans. Donc c'est très intéressant ce que tu dis sur le chiffre 5. J'avais pas du tout perçu cet événement avec ce prisme. C'est super intéressant, cette numérologie. J'ai eu la sensation simplement que j'étais arrivée dans un espace d'authenticité. Et c'est en ça que m'est venue l'image de old skin, donc de ces peaux que l'on enlève. Quand j'ai commencé mon chemin en yoga, mon chemin spirituel, ça a été le premier concept qui m'a beaucoup parlé. C'était cette espèce de pelure d'oignon, en fait. Qui l'on est au centre, au cœur, quand on enlève les couches de ce que l'on croit être, ou quand on enlève les couches de ce à quoi on s'identifie. Voilà. Quand je ne suis pas Mathilde
organisatrice d'événements à l'époque, tu vois. Avant, j'étais Mathilde qui fait de l'événementiel, qui parle des langues, qui adore voyager, qui habite à Paris, qui a des amis, voilà. C'est une version de Mathilde, c'est une facette. C'était une Mathilde que j'étais, qui était dans sa joie, qui était parfaite là où elle était. Mais c'était une couche, voilà, c'était une couche qui est tombée et qui s'est transformée et qui a laissé place à quelque chose d'un petit peu plus profond, qui est un peu plus proche d'elle-même, proche de ses limites, de sa souveraineté, de ses désirs. Et au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment eu, et grâce à ma pratique personnelle et à tout ce chemin que j'ai fait sur ma carrière, j'ai vraiment eu la sensation de me rapprocher de moi-même, quoi, et de vraiment jeter tous les rôles aussi auxquels je me suis identifiée par le passé pour être dans une posture qui me correspond. Dans mon authenticité, c'est-à-dire Mathilde dans maintenant ce qu'elle a envie de faire, donner. Et puis je l'ai beaucoup ressenti aussi socialement, si tu veux, et ça a été un des gros travaux dans ma vie, c'est qui je suis dans le social, qui je suis face aux autres. Quand on a cette qualité un peu d'adaptation, de suradaptation, d'hyper-empathie, je crois que tout au long de sa vie, on fait beaucoup de choses pour plaire, par rapport au regard des autres, pour que les autres soient bien, pour pas heurter les autres, pour satisfaire les autres. Et pour moi, ça a été un gros travail de revenir à moi et je dis souvent de redéfinir les contours de moi-même pour être souveraine. Et dans cette souveraineté, il y a une grande authenticité. L'authenticité, elle n'est pas neutre, elle n'est pas chiante. L'authenticité, elle est profondément puissante, mais très calme et très consciente. Et j'ai eu la sensation d'arriver à ce point-là, qui va encore beaucoup évoluer, parce qu'on est sans cesse en évolution. Mais je me suis sentie, à ces 32 ans, je me suis sentie profondément bien, quoi. Et puis plus besoin de me justifier, d'essayer de faire comprendre. Parce que quand on a des parcours multipotentiels, quand on a en plus une sensibilité spirituelle, de l'intuition, c'est très difficile de se raconter. C'est très difficile de raconter son processus. C'est très difficile d'avoir la sensation d'appartenir, d'être comprise. Et je crois que voilà, ça a été des blessures, et j'en parle beaucoup dans mes coachings aux personnes que j'accompagne, parce que c'est des blessures qu'on a en commun. Et d'arriver à ce stade où en fait tu n'as plus besoin. Alors, on a toujours des petits degrés de ça, bien évidemment, on se voit dans nos schémas, mais quand on se sent profondément en paix avec ce qu'on est, et plus besoin de chercher l'attention, la validation. Je crois que pour moi c'est un état d'être bien profondément, quoi, avec soi et avec les autres. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un pour qu'il puisse préserver sa joie de vivre aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est? Comme tu disais tout à l'heure, c'est quand même parfois challengeant, cette société, et surtout la période dans laquelle on est. Comment est-ce qu'on peut nourrir sa joie de vivre, nourrir son énergie et nourrir juste, en fait, finalement, son authenticité et son potentiel? Cette période, la période de pandémie, tout ce qui se passe, toutes les transformations qui se passent au niveau de la société, les obligations et comment on se positionne par rapport à ça, je crois que ça nous a beaucoup pris d'énergie à tous. Moi, mon conseil, ce que j'applique sur moi-même et ce que j'essaie de continuer à appliquer, c'est d'être en présence, encore une fois, de tout ce qui se passe, d'être centré sur moi et d'être en ouverture de cœur. Je crois que ça, d'être dans l'amour, ça peut paraître très bisounours. Je crois qu'on peut être dans l'amour et se positionner, en fait. Il y a vraiment ces deux postures, elles peuvent être très complémentaires. Se positionner dans n'importe quel sens, hein, c'est-à-dire que... mais être dans l'amour, et je crois que ce qui nous a pris énormément d'énergie dernièrement, c'est le clivage, c'est les énergies, les pouvoirs qui ont été mis sur nous. Et donc de rester profondément connecté à ses désirs. Et je crois que cette période nous appelle à profondément nous connaître et à être profondément en pouvoir et en puissance de ce que l'on est, de ce que l'on veut, de la vie qu'on a envie de vivre, tout simplement. Dans le respect des autres, mais vraiment au respect de soi aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est vraiment dans un discours très clivé, il me semble. On doit faire des choses personnellement pour la société, ou la société doit faire des choses, tu vois, qui respectent l'individu. Mais je crois qu'on peut vraiment concilier les deux. On peut être en respect de soi
et en respect de la société, et ça, pour moi, avec l'énergie du cœur. C'est-à-dire comment je peux chaque jour faire des actions, faire des choix qui soient vraiment en lien, ok avec moi, alignés avec moi, et en respect des autres. Voilà, et en alignement avec les autres, dans l'amour de tout le monde, en fait, au maximum. Essayer d'être en tolérance de là où on est. Ça nous prend beaucoup d'énergie d'être en lutte intérieure aussi. Dans n'importe quel camp, hein, je crois qu'il y a beaucoup d'énergie de lutte, de colère, et donc d'essayer d'invoquer la douceur, la tolérance, le respect. Moi, ça m'aide beaucoup, et de faire pas mal de pratiques aussi qui manquent. Donc beaucoup travailler sur mon énergie, de travailler avec mon corps aussi, de beaucoup faire bouger mon corps. Voilà, moi je me soutiens de plein de pratiques, d'aller parler. Moi je me fais beaucoup soutenir par des thérapeutes, des coachs. Voilà, ça nous permet de revenir à nous-mêmes et puis de sortir des histoires. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires du mental, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur en ce moment. Donc de revenir à la confiance de ce que l'on est maintenant, dans le présent, à ce qui est réel. Aujourd'hui, dans notre vie, voilà, la présence nous aide beaucoup, je crois. J'ai une toute dernière question. La plateforme que j'ai créée s'appelle Juliette fait la révolution. Donc c'était aussi parce que je trouvais ça marrant. Et la révolution, c'est créé avec un E, accent circonflexe, parce qu'il y a vraiment cette idée des rêves. Je trouve ça important de nourrir des imaginaires qui sont positifs. Je parlais hier de l'équinoxe d'automne et du fait que je ne suis pas dans l'illusion que le monde va devenir les bisounours en 2 jours avec facilité, mais je pense qu'en nourrissant quelque chose de beau et de bon, on a plus de chances d'arriver dans quelque chose de beau et de bon que si on nourrissait des choses de collapsologie, par exemple. Donc ma dernière question, c'est qu'est-ce que c'est que ton monde rêvé ? Qu'est-ce que tu aimerais que le monde devienne dans les prochaines années ? C'est une magnifique question. Je crois que je résonne avec ce que tu viens de dire sur le rêve. Mon monde rêvé, c'est un monde en conscience. Qu'est-ce que ça veut dire d'être en conscience ? Est-ce que c'est un grand mot aussi ? Je crois que c'est un monde où chacun a l'opportunité d'être en relation avec soi, l'opportunité de faire des choix qui sont les siens. J'ai beaucoup de rêves pour ce monde, mais je crois que, en tout cas, la contribution que j'essaye d'avoir aujourd'hui, c'est d'aider l'individu à se révéler, à se rassembler, à être en alignement avec lui-même et à ouvrir le cœur, en fait, et à essayer de travailler cette ouverture du cœur, de descendre un peu du mental vers le cœur pour essayer d'être plus relié à soi et relié aux autres. Et je crois vraiment que c'est par cette énergie d'amour qui peut paraître bisounours quand on en parle de manière conceptuelle aussi, c'est ce que tu exprimes, mais qui vraiment, quand on le ressent, quand on se sent relié aux autres, quand on se sent relié à soi, tout se transforme. On ne fait pas les mêmes choix, on ne s'exprime pas de la même manière, on nourrit nos relations différemment. On a envie de contribuer de manière différente, on a donc une perception de la société qui est différente, on a envie de faire des choix qui sont peut-être plus simples, plus en relation avec les autres, avec la nature. Je pense que ça fait partie d'un de mes grands rêves aussi, c'est vraiment cette transformation de nos modes de vie pour sauver notre humanité et sauver le climat aussi. Donc vraiment, mon monde rêvé, c'est un monde en relation. Relation du soi avec soi, soit avec les autres, soit avec nos émotions, avec notre cœur. De s'ouvrir, quoi. Tu vois, j'ai vraiment cette idée d'expansion, j'en parle beaucoup. Expansion, quoi, mais qui vient du cœur, de ce que l'on est. En conscience, c'est ça, tu vois. Pour moi, d'être en conscience, c'est d'être connecté à soi, de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on est, se connaître, se relier, communiquer, être en lien, grandir ensemble. Ouais. La douceur, ça me parle beaucoup, cette qualité dont tu as parlé par rapport à l'Ayurveda au début. La douceur, je crois que c'est une qualité qu'on a vraiment teintée de... On prend la douceur et la gentillesse pour des sous-qualités, des qualités qui sont limite teintées de faiblesse, mais mon Dieu, qu'est-ce que la douceur et la gentillesse est thérapeutique. Donc beaucoup de douceur et de gentillesse dans le monde, ça me plairait beaucoup aussi. Il y en a déjà, il y en a déjà beaucoup partout. Mais vraiment de lui donner une évolution exponentielle, ça me plairait beaucoup. Ouais. C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup, Mathilde.
Merci Juliette pour tes belles questions. Tu sais, pour moi, qui est l'esprit qui part un peu dans plein de directions, c'est pas forcément évident toujours de répondre à des questions, mais en tout cas, je l'ai fait avec le cœur et je me sens en énergie, je me sens élevée. Et merci, parce que c'est vraiment la qualité de tes questions aussi et de ton intérêt, de ton écoute qui fait que cette conversation, elle m'a fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. Je pense que ça va se sentir que t'étais bien là. T'étais toute souriante. Moi aussi, je me sens très élevée. Donc, merci pour tout. Trop chouette. Merci à toi. Le podcast Floraison Spirit est produit par la plateforme Juliette fait la révolution, créée en mars 2021. Il n'aurait pas pu voir le jour sans la participation de Théo au montage son, Didier au générique et Clémence au design. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches et sur les réseaux ou à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce serait vraiment très très cool. Et si vous souhaitez en savoir plus sur cet univers de révolution intérieure, je vous invite à vous abonner au compte Instagram Juliette fait la révolution. Vous y découvrirez Terres Intimes, un podcast qui parle plus de sexualité et d'intimité, mais aussi des vidéos inspirantes, authentiques et fun. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.